Il y a un an, j'ai reçu un message sur Instagram. Magnifique cliché d'une femme portant un t-shirt avec mon visage dessus. J'ai pensé, oh qu'est-ce que c'est? Et elle est chilienne. Alors j'ai regardé et il s'avère qu'elle est jardinière sans labour près de Santiago, au Chili. Je suis entré en contact avec elle et nous avons commencé à discuter. Et oui, c'était vraiment sympa. On dirait qu'il y a beaucoup de jardinage sans labour au Chili. En fait, je sais qu'il y en a. J'ai beaucoup d'abonnés au Chili. Le climat est peut-être un peu similaire, mais c'est ce qui m'a intéressé, tu sais, pour en savoir plus à ce sujet. Et puis, waouh, la vie bien remplie continue. Cette année, sur Instagram, une femme a publié une photo d'elle avec notre nouvelle gamme de produits. C'était un t-shirt d'équipe, pas un grand t-shirt. Winnie a sûrement vu ça et pensé, il nous le faut. Elle m'a recontacté, on aurait besoin de ces t-shirts à Santiago, ou au moins j'en voudrais un. Alors je lui ai dit, pourquoi ne pas faire une collaboration vidéo? Tu sais, c'est une super opportunité et on est dans des hémisphères différents. Donc elle entre dans l'automne après un long et chaud été, et nous, on arrive au printemps après un long hiver pluvieux. Et quelle comparaison fascinante cela permet, de regarder ces deux situations contrastées et de les comparer. Donc, tout d'abord, nous allons aller dans son jardin et voir comment elle se prépare pour l'automne et l'hiver, le type de plantation qu'elle fait dans le sol, comment elle en prend soin sans bêcher. Puis nous irons dans mon jardin pour voir comment nous affrontons la fin d'un long hiver humide et nous préparer au printemps. J'espère donc que vous apprécierez la vidéo en y jetant un œil et nous allons commencer par une rencontre que nous avons eue sur internet. D'accord. Très bien. Alors, comment devrions-nous commencer? Je ne sais pas. D'accord. Je m'appelle Winnie Walbaum, mais personne ne m'appelle Winifred. Tout le monde m'appelle Winnie. Nous sommes une famille de 4 personnes. Nous vivons à Santiago, au Chili, et nous avons transformé, nous sommes, moi, mon mari et mes 2 enfants, et nous avons transformé notre jardin en une mini-ferme. Donc, nous cultivons de la nourriture et nous produisons autant de nos propres aliments que possible, et nous essayons de manger autant que possible de ce qui vient de notre jardin. Nous apprenons aussi aux gens comment faire cela sur Instagram et sur YouTube, et nous donnons également des cours en ligne. Voilà, c'est notre vie, et nous pratiquons la culture sans labour. Génial, oui, c'est agréable à entendre. Donc oui, je suis Charles Dowding et je gère un jardin maraîcher ici. Mes jardins sont un peu plus grands et j'approvisionne la ville locale en salades et légumes. C'est Bruton, à seulement 6 km d'ici, principalement. Nous récoltons beaucoup pour la vente, en fait, et nous cultivons sur 1000 mètres carrés. Et j'agrandis juste ma surface, et c'est quelque chose que je veux vous montrer dans cette vidéo. Comment commencer la culture sans labour, éliminer les mauvaises herbes, et ensuite cultiver des aliments immédiatement. Donc oui, je pratique la culture sans labour depuis près de 40 ans maintenant, et c'est une belle occasion de partager cela avec vous dans cette vidéo, et d'échanger sur ce que c'est dans des climats si différents. Évidemment, ici c'est vraiment humide et j'expliquerai à vos spectateurs comment nous gérons beaucoup de pluie et il a toujours fait humide avec des limaces. Ce sera fascinant d'entendre de votre part comment c'est dans vos conditions sèches. Oui, parce que nous avons ici un climat méditerranéen, donc c'est sec. Et au Chili, nous traversons aussi une très forte sécheresse. Il est donc important pour nous de garder l'eau dans le sol, de retenir l'humidité et d'utiliser moins d'eau pour arroser. Donc la culture sans labour est d'une grande aide à ce niveau-là, car elle m'aide à retenir l'humidité directement dans le sol. C'est tellement important, n'est-ce pas? Pour toi et pour moi, c'est presque l'inverse. J'ai besoin que l'eau s'écoule. Mais nous avons environ 80 mm de pluie chaque mois, ce qui fait qu'il fait presque toujours humide ici. Pourtant, je peux sortir dans mon jardin à n'importe quel moment de l'année et faire des choses, et je n'ai même pas à m'inquiéter d'avoir des bottes boueuses. La terre ne colle pas, grâce à la culture sans labour. C'est juste fantastique. Tu as un bon drainage, non? Un bon drainage, exactement, grâce à toute la vie du sol qui s'y trouve. Ça marche dans les deux sens, c'est idéal, c'est gagnant-gagnant, tu retiens bien l'humidité. J'ai un bon drainage, on fait pareil. Une chose que j'ai remarqué ici en hiver, parce qu'on est en hiver et toi en été évidemment,
Tu arrives à la fin de l'été, nous on arrive à la fin de l'hiver. Et j'ai eu un très bon exemple ici où il a neigé il y a environ un mois et la neige ne restait pas sur mon jardin. Elle a commencé à fondre, mais il n'y avait qu'une seule plate-bande qui restait blanche et c'était la plate-bande bêchée, celle que je bêche parmi mes 2 plates-bandes de comparaison. Et je pense que cela montre que la méthode sans bêchage aide à retenir un peu de chaleur dans le sol ainsi que l'humidité. Et donc c'est encore une victoire. Cela ne s'appliquerait pas vraiment à vous. Ça doit venir de toute l'activité en dessous et il n'y a pas de zone tassée parce que vous savez, il y a plus d'activité puisque vous n'avez pas perturbé la terre. Donc oui, ici ça fonctionne. Eh bien, nous devons arroser nos plantes tous les jours parce qu'il ne pleut pas en été. Cet été, nous en avons eu et c'était incroyable. Mais normalement, mais il ne pleut pas en été et notre saison des pluies va de juin à août, mais il y a très peu de jours de pluie et il ne pleut pas beaucoup, donc nous n'avons pas beaucoup d'eau souterraine. D'accord, je vois. Donc, quand j'ai commencé à cultiver notre nourriture et quand j'ai découvert ta chaîne et j'ai découvert tes bottes et toutes tes enquêtes, je sais que tu m'as beaucoup inspiré, mais je me demande toujours qui t'a inspiré à commencer. L'enquête, eh bien, quand j'ai commencé le maraîchage, j'ai d'abord utilisé un tracteur et un rotavator pour hacher les mauvaises herbes et le sol sur 6000 mètres carrés. C'était mon premier jardin maraîcher. Ensuite, à la main, j'ai fait des planches et ça m'a pris environ 3 mois à l'automne. Une fois que j'avais fait ça, je me suis dit « Attends, une minute, je ne veux plus faire de travail du sol maintenant, sinon je vais perdre mes planches. » Alors j'ai commencé, je ne sais pas, quelqu'un a dû me parler de ce livre d'une Américaine qui s'appelle Ruth Stout et il s'appelle « Le jardinage sans effort ». Oui, et je l'adore. Oh, d'accord, parce que ça correspondrait à ton climat, car elle vivait dans un endroit assez sec, elle était dans le Connecticut, et elle parlait de pailler avec du foin. J'ai essayé ça, donc j'ai acheté du vieux foin et j'ai paillé avec, et puis quand j'ai fait mes plantations, elles ont toutes été mangées par les limaces. Parce que dans notre climat, le foin abrite ces limaces qui mangent que les plantes. C'est là que j'ai compris que je devais modifier son approche et j'ai commencé à utiliser du compost. Parce que j'ai appris de toi et j'ai commencé à faire exactement comme toi en paillant avec du compost ici dans mon climat sec. Climat, ça c'est génial. Et ensuite, j'ai dû faire toutes les recherches et j'ai découvert la technique du camouflage des racines. Donc, j'ai commencé à muer avec du foin. Et tu sais à quel point je suis heureuse. J'étais tellement heureuse la première fois que quand j'ai trouvé ma première limace et mon premier escargot ici dans mon jardin. Heureuse parce qu'ils ont dit d'accord, maintenant on retient l'humidité, oui. Génial, oh c'est une si belle histoire. C'était l'inverse. C'est l'inverse. Eh bien j'espère que Risto nous regarde d'en haut, parce qu'elle trouverait tout ça vraiment touchant, et oui c'est vraiment génial, n'est-ce pas? Oui, elle serait en train de rire en ce moment, oui? Oui, c'est vrai, elle le ferait vraiment, oui. Ce que j'aimais aussi chez elle, c'est qu'elle avait une approche très pragmatique, tu sais. Elle n'acceptait pas forcément la sagesse conventionnelle, elle préférait voir comment ça marche et y aller comme ça. Oui, elle essayait et ne... Oui, non. Enquête de personne d'autre. Elle respectait les autres, d'autres idées, mais elle s'est dit d'accord... Son tout premier jardin sans labour était en 1948, d'après ce dont je me souviens, et elle attendait que la charrue vienne, parce que normalement son mari s'occupait de la charrue, et elle n'est jamais venue pour une raison quelconque. Il y a eu un retard, alors elle s'est juste dit « Oh, je vais pailler avec le foin ». Je veux dire, c'est tout simplement génial. Vous savez, elle a suivi son intuition, et je dirais ça à tous vos spectateurs. Il y a encore des choses à découvrir, on peut encore trouver d'autres façons de faire cela. Oui, et il n'y a pas de bonne façon de le faire, parce que vous savez, Exactement. ton climat, mon... Climat même. Ma voisine, à cause de tous nos arbres, cela aurait un climat différent de... Ma maison, parce que je... Je n'ai pas d'arbres parce que nous avons... Ici. Il y a 2 ans, donc. C'est... Il fait plus sec chez moi que chez le voisin.
Oui et non, car avec des arbres, leurs racines absorberaient sûrement l'humidité de ton sol. Oui, c'est vrai, je le ferai. Je veux dire, c'est ça le problème avec les arbres. En fait, je pense que les arbres ne sont pas vraiment bons pour les festivals. Ils sont bien s'ils sont plus loin, mais pas trop près de ton espace de culture. Ne me dis pas ça, j'ai tellement d'arbres en ce moment, j'en ai planté tellement. Des arbres? D'accord, ça dépend. Les tiens seront de jolis petits arbres. D'accord, merci de me rassurer. C'est incroyable de savoir que le style Racine relie tout ça et toute cette histoire. Donc c'est génial, merci Charles. Eh bien, je pense que mes spectateurs trouveront fascinant de voir votre jardin dans ce contexte, parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup dans notre partie du monde. Alors, devrions-nous sortir et jeter un œil à nos jardins maintenant et voir ce que nous pouvons y découvrir? Donc ici, c'est un jardin familial. En général, nous ne vendons pas ce que nous cultivons, sauf si nous avons trop de quelque chose. Mais d'habitude, nous conservons nos récoltes abondantes et nous cultivons une grande variété de légumes. Je veux dire, nous cultivons les aliments de base comme les carottes, les oignons, le céleri, mais nous faisons aussi pousser des choses que vous ne trouverez pas au supermarché. Cela me garde motivée en tant que jardinière et cela garde ma famille, surtout mes enfants, intéressés à manger leur repas. Donc ici, ce que vous voyez, ce sont des haricots et des concombres, des pastèques. Si vous n'avez jamais vu ça, ils ressemblent à de toutes petites pastèques et c'est une super idée pour les enfants qui n'aiment pas les concombres ou pour les personnes qui n'aiment pas les concombres. Ils ont le goût du concombre mais sont miniatures. Et les gens les aiment parce qu'ils sont mignons. Voici des haricots. Nous les cultivons pour obtenir des haricots à écossais, des haricots frais à écossais. Ici, nous les appelons granado et ils arrivent à leur fin. Ces plantes ne produisent plus autant qu'avant. Donc, quand nous enlèverons ce par terre, il y aura des carottes, du choucal, des oignons, de la laitue, des radis. Et c'est un peu notre rotation ici. Voici notre jardin de vivaces. C'était notre tout premier jardin ici. Il y avait 6 plates-bandes surélevées et nous les avons construites même avant de construire la maison. Mais cet hiver, nous avons décidé de déplacer le jardin et de planter quelques arbres fruitiers pour avoir un petit verger. Et quand nous avons déplacé les plates-bandes surélevées, nous avons laissé le compost ici. Donc maintenant, nous avons tous les plants spontanés issus de ce premier jardin, ainsi que des arbres fruitiers et quelques arbustes indigènes. Et encore une fois, c'est un jardin sans labour. Personne ne fait rien dans ce jardin et il est tellement abondant parce que nous avons tous ces plants spontanés. Nous avons des carottes ici, nous avons des oignons. Nous avons même eu quelques pommes de terre et ici, c'est notre première plate-bande d'asperges. Nous ne faisons rien dans ce petit jardin, nous faisons juste l'arrosage et il est vraiment abondant. Cela prouve donc que vous n'avez pas besoin de retourner la terre pour en obtenir l'abondance. Et d'ici, nous prenons des herbes. C'est un peu un jardin de fleurs pour chats. J'espère qu'un jour, dans le futur, nous aurons des fruits ici. C'est un endroit pour les pollinisateurs, un endroit pour les insectes bénéfiques. C'est un peu notre coin préservé dans tout le jardin. Nous sommes ici depuis 2 ans, c'est notre 3e été ici, et toutes nos plates-bandes ont été préparées de la même façon il y a 2 ans. Nous avons mis du carton au fond, puis ce cadre en bois parce que nous utilisons ce cadre en bois, puis du compost et ensuite du paillis. Et chaque année à cette période, parce que nous nous préparons pour l'automne et que nous avons un beau temps, nous pouvons cultiver toute l'année. Donc maintenant, nous préparons nos plates-bandes pour les choux, le chou frisé et le brocoli. Les brassicacées, vraiment. Et maintenant, nous préparons nos plates-bandes de la même manière. Nous mettons simplement du compost par-dessus le paillis usé.
Et nous ajoutons encore un peu de paillis par-dessus, c'est tout. C'est tout le travail qu'il faut pour entretenir ce jardin. Ici, à cet endroit, et bien dans tous nos chemins, parce que je devrais dire que notre jardin, nous l'appelons une casa huerto, c'est comme un jardin de maison ou une maison-jardin. Chez nous, toute la cour est faite de plates-bandes surélevées. Et dans tous nos chemins, nous avons des mauvaises herbes, plein de mauvaises herbes. C'est un combat que nous avons décidé de perdre. Et on les coupe simplement comme on tond de l'herbe. On les coupe, on les façonne, mais dans nos plates-bandes surélevées, nous n'avons pas de mauvaises herbes grâce à ce paillage épais. D'accord. Donc juste ici derrière moi, j'ai une nouvelle plate-bande surélevée. Enfin, elle n'est pas vraiment nouvelle, il y avait déjà une plate-bande ici avant, mais elle était plus basse. Et maintenant, si vous pouvez voir, c'est du bois neuf et nous l'avons fabriqué hier parce que nous l'avons rendu plus profonde. Nous nous sommes rendus compte qu'avec une plate-bande plus profonde, le compost reste mieux en place. Il retient plus d'humidité. Et ici, je ne sais pas si vous pouvez voir ici, cette bande est vraiment peu profonde. Le compost sèche très vite. Même avec un paillage épais, il sèche vite. Donc à partir de maintenant, nous allons commencer à amender nos planches et au fur et à mesure que nous les amendons, vous savez que la méthode sans labour, c'est du compost et c'est tout. Nous allons les rendre plus profondes. Donc je vais vous montrer avec celle-ci ce que nous allons faire, d'accord ? C'était notre planche d'origine, je ne sais pas si vous pouvez la voir. C'est humide juste ici. Mais maintenant, nous allons ajouter plus de compost juste ici. Nous le remplissons avec plus de compost qui ne vient pas de chez nous car nous n'en produisons pas assez. Et nous allons remplir cette plate-bande telle qu'elle. Je ne vais rien enlever, peut-être quelques mauvaises herbes et un peu de ceci. C'est tout. La menthe Habana, c'est le genre que l'on utilise pour boire un mojito et elle est très envahissante, donc je vais l'enlever. Voilà, je vais mettre le compost dedans et vous montrer comment je le paille. C'était tout un exercice. Bon, il me reste encore quelques sacs de compost à ajouter, mais puisque nous sommes ici, je veux vous parler d'une des différences dans un climat sec. Ici, dans ce climat sec, un climat méditerranéen. Je trouve qu'il vaut mieux pailler abondamment avec quelque chose comme du foin. Ou des copeaux de bois ou des feuilles, je veux dire. Ça peut être tout ensemble, peu importe ce que vous trouvez, mais il faut que ce soit une couche épaisse de paillis. Parce que si vous utilisez seulement du compost dans vos plates-bandes, les 4 ou 5 premiers centimètres de ce compost vont sécher, s'envoler avec le vent et vous vous demanderez où est passé votre compost et vous le perdrez. Donc, la meilleure façon que j'ai trouvée, c'est de pailler abondamment et ainsi, chaque goutte d'eau que nous mettons dans cette plate-bande restera ici, sous cette couche. Épaisse couche de paillis. L'autre chose que je devrais dire à propos de cette épaisse couche de paillis, c'est que oui, vous allez attirer beaucoup d'insectes et ils vont vivre sous cette épaisse couche de paillis et certains d'entre eux, au moins certains, vont manger vos jeunes pousses. Ici, nous n'avons pas d'escargots et nous n'avons pas de limaces, ou du moins pas beaucoup, donc ce n'est pas le problème. Nous avons plutôt un problème avec, je ne sais pas comment on dit ça en anglais. Ici, on les appelle chanchitos de tierra. En Argentine, ils les appellent bichitos bolita parce qu'ils se mettent en boule quand ils ont peur. Je suis sûre que vous voyez de quels insectes je parle. Donc, ce sont eux qui sont un problème, mais ils ne mangent que les jeunes pousses de nos plantes si vous semez directement. Donc,
Ce que je trouve qui fonctionne le mieux dans cette situation, c'est simplement de faire de meilleurs semis, d'attendre un peu qu'ils ne soient plus attirés par ces insectes, donc d'avoir des plantes plus grandes, des plantes plus âgées, puis les transplanter plus tard, et ils ne posent plus de problèmes. Je veux dire, ils font de très bonnes choses ici, dans les douves. Ils aident à traiter la matière organique. La matière ici, donc ils peuvent être des alliés ou des ennemis, mais si vous transplantez quand vos plantes sont plus grandes, ils sont des alliés ici dans ce système. D'accord, alors plantons notre plate-bande ici. J'ai de la laitue, du chou rouge, un peu de chou cale violet, du chou chinois, de la coriandre ou du persil. J'ai quelques oignons. Nous allons tout mettre dans cette plate-bande et c'est quelque chose que je fais. Je pense que ça marche vraiment bien dans un climat sec de mettre vos légumes beaucoup plus près les uns des autres. Parce qu'en étant plus serrés, ils vont se protéger de la chaleur. Quand ils sont rapprochés, leur feuillage protège le sol. Donc ça marche super bien. Ça marche très bien. Alors plantons. Voici à quoi ça ressemble avec le paillis. Ça n'a pas l'air de grand-chose parce que tout est recouvert de paillis en ce moment. Mais vous pouvez voir ici les petites feuilles des oignons. Dès qu'ils auront leurs feuilles qui sortent du paillis, ils vont pousser. Voilà à quoi ils ressemblent pour l'instant et au fur et à mesure qu'ils grandissent, peut-être que je rajouterai un peu plus de paillis ici. Et j'essaie d'en mettre beaucoup moins. Et c'est ce que je fais. J'essaye de pailler la laitue un peu plus délicatement parce que c'est une plante plus fragile. Maintenant, je dois arroser tout ça et c'est tout. Nous sommes prêtes. C'est l'après-midi. J'ai dû fuir la chaleur à un moment. Aujourd'hui, il faisait 30 degrés. Donc notre travail au jardin est terminé pour aujourd'hui, mais je voulais vous parler de notre jardin sans labour et je voulais vous montrer à quel point il est formidable de pratiquer ce type de jardinage dans notre climat sec. Et c'est vraiment génial parce qu'il y a tellement de matière organique sur nos plates-bandes surélevées qu'elles peuvent retenir beaucoup d'humidité et plus vous retenez d'humidité, moins vous avez besoin d'arroser. C'est tellement important dans ce type de climat car nous aurons de moins en moins d'eau chaque année et il faut s'y habituer. Et plus important encore, il faut apprendre à cultiver nos légumes avec moins d'eau. Donc cette méthode est parfaite pour ça et aussi pour gérer les mauvaises herbes et c'est super parce que notre sol est nourri en permanence. Donc globalement, je pense que c'est une excellente méthode et je la recommande ici, dans ce climat. Et je veux te remercier, Charles, pour cette opportunité. Merci de m'avoir invité sur ta chaîne. Merci pour l'inspiration. Tu ne sais pas à quel point ce que tu fais est important et tu as inspiré tellement de gens ici au Chili, y compris moi. Donc merci pour ça et voilà, c'est notre jardin sans labour. Prenez soin de vous et au revoir. Ceci est le nouveau champ que j'ai acheté il y a un peu moins de 2 mois. Et tout commence à se passer maintenant. C'est encore l'hiver. En fait, on est juste à la fin de l'hiver. Nous paillons déjà le sol, donc pas de labour. J'ai essayé. Pour moi, c'est déjà une grande surface, même si je gère un petit jardin maraîcher. Le champ entier fait un peu moins de 4000 mètres carrés, un peu moins d'un acre. Et je n'utiliserai pas plus de 10% de cette surface cette année, en fait, pour cultiver de la nourriture. Mais nous allons installer une mare là-bas. J'espère. Nous devons d'abord demander un permis d'urbanisme. Donc si nous obtenons l'autorisation pour la mare, il pourra y avoir une mare là-bas. Si nous obtenons l'autorisation, un abri pourra être construit là-bas.
Et ce sera cette année la première étape de la culture ici. Et en plus d'être un jardin maraîcher, il s'agit aussi d'apprendre, d'enseigner et pour l'instant de vous montrer ce qui se passe ici. Et comment vous pouvez commencer sans labour? Comme ici, j'ai mis du polyéthylène sur le sol. Nous appelons cela du polyéthylène. Certaines personnes appellent ça du plastique. Et il y a pas mal de vent ici, c'est assez ouvert. Ce n'est pas aussi venteux que la Patagonie au sud du Chili, mais il y a pas mal de vent. Avec le polyéthylène, il faut juste bien le maintenir au sol. Et les palettes sont très efficaces. Tu sais, de vieilles palettes empêchent bien le plastique de s'envoler. Donc je vais juste enlever un peu de ce polyéthylène. C'est très intéressant pour moi en fait, parce que je n'ai pas vraiment retiré ça souvent depuis qu'on a commencé. Ce qui était dans ce cas il y a environ 6 semaines. Il y a environ 6 semaines, c'était comme des mauvaises herbes. Et en fait, il y a pas mal de cette mauvaise herbe ici. C'est la berce commune, une ombellifère aux jolies fleurs blanches qui pousse ici à l'état sauvage. C'est ce qui pousse là-bas. C'est la différence causée par le manque de lumière. Voilà à quoi sert le paillis. Les paillis servent à empêcher la lumière d'atteindre les mauvaises herbes qui essaient de pousser. J'ai pris ma truelle pour vous montrer celui-ci. Le paillis que nous avons mis ici est composé de 3 éléments. Il y a du carton au fond. Vous pouvez en voir un peu ici, par exemple. Donc ça c'est au-dessus de l'herbe et des mauvaises herbes. Ensuite, il y a un peu de terre. La seule raison pour laquelle j'ai mis de la terre, c'est parce que j'avais un tas de terre en trop. Ce n'est pas obligatoire, vous n'êtes pas obligé d'utiliser de la terre. Il s'agit d'utiliser ce que vous avez, ce que vous pouvez trouver. Et puis ça, c'est principalement du compost que j'ai acheté. D'habitude, je n'achète pas beaucoup de compost parce que je peux en faire moi-même, mais celui-ci, c'est un que vous pouvez acheter ici. Ça m'a coûté 80 livres pour 2 tonnes, soit 40 livres la tonne livrée. Et pour couvrir cette zone, on utilisera probablement presque tout. Il y a encore quelques tas là-bas, c'est une autre livraison que j'ai reçue, et ça fait environ 5 tonnes, principalement du compost de champignons. On n'utilisera peut-être pas tout cette année, mais une partie sera utilisée ici. Donc ça c'est la couverture en plus du polyéthylène. Et il me semble déjà qu'une grande partie de l'herbe est morte, ce qui est plutôt encourageant. Ça je vais juste en enlever un peu. Celle-ci a une racine profonde, c'est pour ça qu'elle a cette racine. Oh, regarde, je n'ai pas encore sorti la racine. Donc la racine principale est toujours là-dedans. Et tout ça a poussé à partir de là. Donc toute cette croissance sans lumière pour l'alimenter, c'est ce que j'appelle une croissance futile. Surtout ce juste que cette tige et ses nutriments proviennent de la racine, qui est toujours dans le sol. Et ça épuise, ça fatigue la racine en lui prenant toute son énergie. Donc finalement, cette racine va mourir. La méthode sans labour est efficace contre les mauvaises herbes car elle les recouvre, les prive de lumière et fait mourir la racine principale, même pour le chien-dent, Elemus repens et le liseron, Convolvulus. Pour des mauvaises herbes coriaces, un travail de suivi à la truelle sera peut-être nécessaire, que nous ferons en retirant la bâche en polyéthylène. Donc dans environ 2 mois peut-être. Nous sommes donc fin février ici maintenant, ce qui pour nous équivaut à la fin août au Chili. C'est donc la fin de l'hiver. Il fait exceptionnellement beau aujourd'hui. Nous n'avons pas beaucoup de soleil ici. Nous avons en fait beaucoup moins d'ensoleillement que vous. Notre moyenne d'heures d'ensoleillement en février est de 70 heures pour tout le mois, ce qui fait peut-être 3 heures par jour si on a de la chance. Et en réalité, c'est plutôt 2h30. Aujourd'hui, il fait plus chaud que d'habitude, environ 10 degrés Celsius. Et la normale à cette période de l'année serait de 6 degrés et demi, 7, juste pour vous donner une idée du contexte. Il y aura une légère gelée ce soir, il fera froid. Nous avons encore des gelées pendant 2 mois, voire un peu plus en fait. On ne se précipite pas pour planter tomates, courgettes ou autres. Et ce sera de la laitue, des épinardes, des betteraves, peut-être que des pommes de terre. Je pense faire pas mal de pommes de terre ici. Ce légume est assez facile à cultiver, surtout pour les débutants confrontés aux mauvaises herbes. Oh, les courges et ces citrouilles sont idéales car ce sont de grandes plantes. Alors, pour certaines, on peut laisser le plastique et planter à travers des trous dans le plastique. En faisant cela, inutile de trop arroser car le plastique retient l'eau
qui s'infiltre bien par les trous de plantation. Donc c'est un autre avantage. Vous savez, je considère cette phase, que j'appelle la première année, comme celle où l'on commence avec beaucoup de mauvaises herbes. C'est pas aussi simple qu'avec un jardin déjà prêt. Par exemple, dans notre climat, il y a normalement beaucoup de limaces, et je n'en ai pas encore vu ici, mais elles sortent souvent. Oui. Ça m'a fait rire quand Winnie disait qu'elle était tellement contente de trouver une limace. C'est comme, quoi? D'accord. Ce genre d'échange de points de vue entre cultures, je trouve ça génial. Ça permet simplement de mettre en contexte beaucoup de ces choses différentes. Mais bref, ce qu'on a ici, c'est un joli lit. Yes, il y a un petit verre. Et vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de compost. Il y a probablement environ 10 cm en tout au-dessus. Et on sera presque prêt à commencer. Donc, une fois qu'on enlève le plastique, probablement vers le milieu du printemps, on fera ce genre de travail d'essai pour enlever tout ce qui dépasse. Cela ira sur le tas de compost. Et ensuite, on utilisera un râteau pour niveler le tout. C'est toujours beaucoup plus facile d'avoir des planches bien plates, d'utiliser un râteau et, vous savez, de faire ce genre de choses, de rendre la surface lisse. Vous êtes prêts à semer et planter? Je veux dire, je pense que je pourrais semer des carottes là-dedans. Il y a peu de graines de mauvaises herbes, donc c'est plus simple. Mais là, je fais un essai avec exactement le même compost dans la serre en ce moment. Je fais pousser des haricots, juste pour vérifier comment les choses poussent dedans telles quelles. Mais tous ceux qu'ils vont faire, au fait, ils vont bien, les haricots sortent. Ils ont vraiment bonne mine, mieux que ce que je pensais. Donc, quand vous plantez des choses dans du compost comme ça, elles commencent avec leurs racines dans le compost, puis elles descendent, les racines descendent dans le sol en dessous. Donc ce n'est pas comme le jardinage sur une terrasse. Le compost n'est qu'un point de départ et les racines descendent dans la terre parce qu'il n'y a plus de mauvaises herbes qui poussent là, ni d'herbes, ni rien. Ce sol devient accessible à tous les légumes, offrant ainsi plus d'espace pour la croissance des racines. C'est la raison principale pour laquelle c'est fantastique. Mais avec le compost, certains s'inquiètent. Peut-on composter certaines plantes? On me demande souvent si ça brûle les racines. Eh bien, non, en fait, sinon ce jardin ne fonctionnerait pas aussi bien. Le jardin sans travail de tout le monde ne fonctionnerait pas. C'est juste que parfois, si vous recevez une livraison de compost et qu'il est encore vraiment chaud, par exemple, alors oui, ça pourrait brûler les racines et il n'est pas encore prêt pour faire pousser des plantes. La plupart des composts, comme celui-ci, étaient chauds à l'arrivée, d'où le semis des haricots. J'étais inquiet, mais finalement tout va bien. Donc, je vais remettre ça en place. Nous avons sans doute déjà utilisé tout le carton nécessaire. Nous avons déjà tracé les chemins et les plates-bandes. On aperçoit un peu plus de compost aux futures plates-bandes. Nous n'utiliserons probablement plus de carton ici maintenant, parce qu'il me semble qu'on a, je dirais qu'on a vraiment bien éliminé les mauvaises herbes. Un petit coup de truelle pour enlever celles qui restent, et on est prêt à commencer en ce qui concerne les mauvaises herbes. Et c'est vraiment fantastique, c'est parce que cette herbe est assez vigoureuse. Ça aurait été énormément de travail de creuser ou de faire quoi que ce soit ici. Ce sol est assez argileux. C'est un sol limoneux sur de l'argile, ce qui, je le dis, en fait, je ne me plains pas du tout. C'est un sol fantastique. Si vous avez un sol argileux, soyez heureux. Le non-labour fonctionne très bien avec l'argile parce que vous bénéficiez de toute cette fertilité et de la capacité du sol à retenir l'humidité. Ce serait collant si vous pouvez bêcher, mais ne le ferez pas. Donc vous laissez ce sol argileux en place. Et comme il retient l'humidité et les nutriments, vos plantes prospèrent tout simplement. Et tout ce compost est actuellement en train d'être mangé par la vie du sol, qui s'affaire à l'incorporer dans la terre, à le mélanger au sol, à améliorer la structure du sol, à améliorer le drainage et la capacité de rétention d'humidité. Vous pouvez marcher sur ces plates-bandes, elles ne sont ni molles ni duveteuses. Elles sont plutôt fermes, ce compost l'est aussi, mais il ne colle pas à mes bottes. Et un autre avantage de la culture sans bêchage dans notre climat humide, c'est l'absence de bottes boueuses. Nous pouvons sortir à n'importe quel moment de l'année et faire des choses et... Je vais vous montrer ça maintenant. Nous allons voir une autre partie du jardin où j'ai créé une plate-bande il y a 8 ans et je vais vous montrer sa préparation pour le printemps.
Donc ici, je vous montre une plate-bande existante qui a été cultivée. Je garde ma plate-bande aussi remplie que possible. Je ne fais pas de culture de couverture ici, donc je veux cultiver des légumes. Donc l'année dernière, il y avait des oignons nouveaux, des oignons à salade, comme ceux que nous avons là maintenant. Donc ils ont passé l'hiver. Semés début septembre, au début de l'automne dernier, ils ont été repiqués à seulement 2 semaines. Et ils sont restés là tout l'hiver et ils ont l'air un peu ébouriffés maintenant parce que c'est... Il y a 2 semaines, il faisait moins 5 degrés ici, moins 6 même. Il faisait vraiment froid et il y avait aussi un vent assez glacial. Et en considérant cela, je pense qu'ils s'en sortent plutôt bien. Et il y a aussi quelques navets suédois ou rutabagas. C'est une nourriture d'hiver. Je vais cueillir un chou pour vous montrer. Je veux aussi vous montrer la préparation rapide des planches obtenues sans bêcher. Il a plu ici, pourtant je ne m'enfonce pas dans cette planche. Pourtant, cette planche reste assez aérée et meuble pour permettre aux racines d'y pénétrer et de se développer. C'est donc gagnant-gagnant. De plus, le sol n'est pas totalement meuble et léger. Le sol n'a pas à être meuble et léger. On nous a dit cela par des fabricants de motoculteurs et de fraises rotatives pour vendre leurs machines. Mais quand il est ferme comme ça, c'est mieux parce que ça retient l'humidité. Et en même temps, avec toute la pluie qu'on a eue, ça s'écoule simplement à travers. Vous savez, c'est là que je trouve cette vidéo géniale. Vous avez ces comparaisons, ces différentes situations et comment la méthode sans labour a si bien fonctionné dans toute la gamme des possibilités. Pour la fertilité, j'utilise du compost. Voici un peu de mon compost maison que je n'ai pas tamisé. Donc je le mets comme ça, avec les morceaux, et c'est très bien parce que des morceaux comme ceux-ci, des morceaux de matière ligneuse, c'est de la nourriture pour les organismes fongiques dans le sol, les filaments mycéliens, et toutes les bonnes choses qu'on veut encourager, qui aident à garder ce sol vraiment aéré. Je ne sais pas si vous voyez à quel point cette truelle est presque entresol. Pourtant, je peux marcher sur la plate-bande. Donc vous avez cette situation à la fois ouverte et ferme, vraiment agréable. Et en fait, nous avons déjà mis le compost ici. Je vais juste récolter un chou. Je veux aussi vous montrer comment nettoyer le sol. Ce n'est pas un énorme chou celui-ci, mais en fait il a un très beau cœur. Il a été mangé par des pigeons. Ça ne valait pas la peine de mettre un filet pour ces quelques-uns ici. Donc cette dentelure, les bords dentelés des feuilles sont dus aux oiseaux affamés par le froid. Un beau cœur ici. Il y a pas mal de nourriture ici. Je vais la mettre avec les légumes que je viens de sortir pour vous montrer. Donc ce sont des légumes que nous avons aussi en réserve, comme cette courge de l'année dernière. Elle a donc été récoltée il y a 5 mois. Carottes récoltées il y a 3 mois, conservées dans un sac à l'abri, comme les betteraves, pommes de terre et oignons. Donc il y a beaucoup de nourriture en ce moment. C'est plus compliqué dans environ 2 mois, ce qu'on appelle la période de soudure, quand les légumes stockés pour l'hiver sont épuisés. Je fais simplement une rotation comme ça. Vous pouvez voir qu'il le plante assez profondément. C'est le système racinaire principal. Très souvent, je serais content de laisser encore plus de racines que ça, mais cela dit, il y a beaucoup de racines de ce chou qui sont encore dans cette terre. Et comme je l'ai soulevé pas mal, je vais simplement faire ça, bien le tasser. Et pour moi, ferme, c'est bien, ce n'est pas compact. Oui, ces 2 mots embrouillent beaucoup de gens, car ils pensent que cela doit être meuble, alors qu'il faut que ce soit ferme, ce qui n'est pas pareil que compact. Donc c'est prêt à partir. Ça ira sur le tas de compost. Je vais d'abord le couper en morceaux parce que pour composter ce genre de tige correctement, ça ne se décomposera pas comme ça. Donc je la coupe dans le sens de la longueur, c'est vraiment mieux. En fait, tu sais quoi? Je vais te montrer ça rapidement parce que je pense que c'est un point important à propos de ce qu'on met sur un tas de compost. Tu vois à quel point le couteau descend facilement dans ce chou comme ça. Jusqu'au fond. Et ça ouvre pas mal de surface qui sera envahie par des bactéries qui vont aider à la décomposition. Tu pourrais aussi le couper dans l'autre sens, puis 1 ou 2 fois en travers. Je vais faire tout ça avant que ça parte sur le feu. En ce qui concerne la préparation du terrain, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'outils. Vraiment, vous n'en avez pas besoin. Un râteau, une houe, un transplantoir et un long manche en bois, ce sont mes outils pour le printemps. Ce compost, contenant aussi un peu de fumier de cheval, a été étalé sur cette parcelle.
Ça devait être en décembre, après qu'on ait récolté une partie des choux. En fait, on l'a mis autour des choux restants. Connaissez-vous ça? Vous n'êtes pas obligé d'attendre que vos planches soient à voie dégagée à l'automne ou au début de l'hiver pour épandre le compost. C'est une application annuelle. Et voyez comme c'est facile. Vous savez, on peut simplement l'étaler de façon bien uniforme. C'est comme si je restais là-haut avec les nouveaux massifs. Obtenir un niveau bien plat, c'est toujours bien, parce que ça rend plus facile de planter tout à la même profondeur, et ainsi de suite. Et voilà. Vraiment, c'est ça la préparation du sol sans labour, c'est très rapide et simple. Moins on le dérange, mieux c'est. Il s'agit juste de travailler la surface. Par exemple, s'il y a des bosses, comme un petit tas de fumier ou ce genre de choses, il suffit de les casser un peu, et voilà. Moins vous le dérangez, moins il va se dessécher aussi. J'espère que vous avez apprécié cette petite visite de la méthode sans labour, telle que je la pratique ici, à une période différente de l'année, en particulier pour les spectateurs du Chili. À ce stade, j'aimerais aussi saluer tous les habitants et spectateurs au Chili. Je ne vous ai pas mentionné, je sais que j'ai beaucoup d'abonnés. Partout dans le pays, surtout dans le sud en fait, une charmante dame à Puerto Morales par exemple. Je sais où sont Tito et Petito en Patagonie ou quelque chose comme ça. Et oui, merci de me suivre, c'est vraiment sympa. J'adore ces échanges interculturels et j'espère que le reste des spectateurs de ma chaîne ont apprécié ce regard sur ce qui se passe au Chili, parce que c'est fascinant de voir partout dans le monde comment le no-dig fonctionne. Je dois le dire, oui. Alors ça. Merci. Merci, merci, merci. Merci. Merci.